Et je vous propose de conclure maintenant cette matinée sur l'évocation d'un événement historique. Et nous reprendrons ensuite à 2 heures avec la présentation d'Ardo Lintorp qui nous parlera des croyances Udmurt. Et j'ai dû un peu réfléchir à comment veiller quand même à ce qu'il y ait un peu d'histoire représentée dans notre programme, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai eu l'impression que de parler de l'affaire du vieux Multan, l'affaire de Vosges Multan, me donnerait l'occasion de parler d'un certain nombre de choses qui sont pertinentes, qui sont significatives dans la destinée des Udmurt, dans les relations interethniques, et qui permettrait d'une certaine manière d'élargir un petit peu le propos. Alors de quoi ai-je l'intention de vous parler, assez brièvement quand même? De quelque chose qui a en fait des équivalents ailleurs, des équivalents en Europe occidentale, entre la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle, à savoir la quête de boucs émissaires pour les maux de la société. Souvent, en Europe occidentale comme en Europe orientale, les boucs émissaires sont les Juifs. Et c'est le cas en Hongrie, au même moment de l'affaire qui nous intéresse, où, avec la mort de la petite servante de village Esther Schoibach, en 1882-83, que la communauté juive de Tissa Eslar est accusée de meurtre rituel. Plus tard, on a connu en France l'affaire Dreyfus, qui permet de rendre la communauté juive responsable, en l'occurrence de la défaite de 70 et de l'accuser de mauvais patriotisme. Et quelques années après la conclusion de l'affaire Dreyfus en France, du procès Dreyfus, on aura encore un exemple de juif accusé de meurtre rituel avec l'affaire Baylis. Alors, en Udmurtie, il ne s'agit pas de juifs, évidemment, mais on a affaire à un processus tout à fait similaire. Je vais commencer par poser le scénario et je commenterai ensuite l'arrière-plan en m'arrêtant sur la pénétration du christianisme et je tirerai la leçon de l'issue définitive du procès. Alors, de quoi s'agit-il dans cette affaire du vieux Multan? En 1892, on retrouve le corps mutilé d'un mendiant russe entre 2 villages du sud de l'Udmurtie, le vieux et le nouveau Multan. Et aussitôt, le bruit court qu'il s'agit d'un meurtre rituel effectué par les Udmurt du vieux Multan. Aussitôt, les autorités s'emparent de cette piste, n'en explorent aucune autre, et le premier procès, qui a lieu en 1894, aboutit à la condamnation de 7 Udmurt sur les 10 qui étaient inculpés au départ, qui se voient infliger des peines de travaux forcés. Alors, ce procès a été mené sans respect des droits de la défense et, j'ai envie de dire, par coup de chance, 2 journalistes russes présents ont été extrêmement frappés par l'absence de droits de la défense. Ils ont été frappés par l'inanité des preuves et ils ont commencé à solliciter, à faire un peu de bruit, disons, autour de ce procès, ce qui fait qu'ils ont obtenu un nouveau procès en appel. Ils lancent une campagne de presse et donc c'est à Saint-Pétersbourg que le Sénat décide de rejuger ce procès, qui est rejugé donc 1 an plus tard, mais pratiquement dans les mêmes conditions que le premier procès. Et la défense ne peut toujours pas s'exprimer. Par exemple, il n'y a aucun témoin qui peut être apporté en faveur des Udmurt. Et d'une certaine manière, ce procès devient le procès des Udmurt en tant que communauté, en tant que peuple.
Alors cette affaire Dreyfus, à son Émile Zola aussi, qui est l'intellectuel russe Vladimir Korolenko, qui est convaincu d'abord par les deux journalistes du fait qu'il faut mettre son nez dans cette affaire, qui n'arrive pas à influer sur la marche du deuxième procès, qui confirme le verdict, mais qui réussit à obtenir un troisième procès. Et c'est ce troisième procès qui, en 1896, finit par acquitter les Udmurts. Alors voilà, j'ai raconté très rapidement cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire ? Bien, il y a une volonté clairement désignée de présenter les autochtones de ces terres comme des sauvages, des sous-hommes, des êtres dangereux et sournois. Sournois parce que, en principe, ces hommes étaient censés être chrétiens. Ils étaient censés avoir été christianisés. Et puis voilà qu'ils font des sacrifices humains. Alors, ils ont derrière eux 3 siècles d'évangélisation. Au moment de la rencontre avec les Russes, les Udmurts n'étaient effectivement pas chrétiens. Ils vivaient suivant leur ontologie animiste. Et toute l'histoire des relations entre Russes et Udmurts dans une première période va être axée autour de la pénétration du christianisme et de la volonté du côté russe de convertir les Udmurts au christianisme. Les Udmurts, et pas seulement les Udmurts évidemment, mais en l'occurrence, c'est à eux que nous nous intéressons. Alors, si dans les régions habitées avant 1552 par des Russes, dans les régions qui n'étaient pas sous l'autorité du Khanat de Kazan, il y a eu des contacts quotidiens entre Slaves chrétiens et Udmurts animistes pendant des siècles, et que certaines conversions ont certainement eu lieu au christianisme, c'est dans l'ordre des choses. Il n'y a pas eu d'initiative particulière dans ces régions-là. En revanche, à partir du moment où Kazan tombe en 1552, il y a un enjeu, parce que à partir de ce moment-là, la Moscovie intègre une énorme quantité de territoires habités par des non-russes, par des non-chrétiens. Et il va falloir gérer quelque chose de nouveau. Et donc il y a un enjeu, et il ne s'agit pas ici avant tout de finno-ougriens, mais il y a également des Tatars, des Bachkirs qui sont musulmans. Et l'islam est une religion tout à fait rivale du christianisme. C'est donc en relation avec cette région que l'État va être amené à définir une politique religieuse qui, dans les premiers temps, est peu, disons, centralisée, parce que les forces du nouveau pouvoir doivent prendre leur marque, ils doivent pénétrer, ils doivent prendre des forces. Donc, au début, des monastères sont mis en place pour desservir d'abord la population russe qui commence à arriver, et pour occuper petit à petit le territoire. Maintenant, il va falloir attendre la réforme ecclésiastique de Pierre le Grand et sa politique énergique pour voir des initiatives centralisées. Et Pierre le Grand entend donner de son pays une image d'un pays moderne, et ma foi, avoir des païens dans un pays moderne au XVIIIe siècle, ça ne fait pas propre. Donc, il faut supprimer le paganisme. Et il y a toute une série d'oukases à partir du début du XVIIIe siècle qui visent à supprimer ce qu'on appelle le paganisme. Ce n'est pas un terme que je reprends volontiers à mon compte, mais c'est le terme russe qui était employé. Alors, ils essaient de s'y prendre par différents moyens, par le bâton, par la carotte. La carotte, ce sont des suppressions, des exemptions d'impôts, ce sont des cadeaux, c'est la possibilité de ne pas aller au service militaire. Et ça peut être la grâce pour des condamnés s'ils décident de se convertir au christianisme.
Mais c'est à partir de 1740, et je vais extrêmement vite sur ces événements, que, d'une certaine manière, les autorités trouvent l'outil pour aller vite et aller efficacement. L'outil, c'est le bureau des nouveaux chrétiens, et tout simplement, ils envoient dans les villages des groupes où il y a des missionnaires, des interprètes et des soldats, donc qui vont faire des conversions massives. Et vous comprenez évidemment que ce n'est pas tant le dialogue ni la conviction qui va être au cœur de ces campagnes d'évangélisation, mais bien au contraire, tout simplement la contrainte, avec l'idée magique du baptême qui va permettre, que les gens le veuillent ou non, au Saint-Esprit de fonctionner, de travailler et puis d'aboutir à en faire des chrétiens. Bref, quand 27 ans plus tard, en 1767, une politique de tolérance religieuse prend le pas en Russie, tout le monde est déjà, pratiquement tout le monde est déjà converti. Enfin, converti. Tout le monde est déjà inscrit sur les listes de l'Église orthodoxe en tant qu'orthodoxe. Qu'est-ce que ça veut dire être converti? Bon, ce qui est certain, c'est que l'apostasie est interdite. Donc, les gens qui sont notés comme orthodoxes, ils sont orthodoxes et ils le restent, qu'ils le veuillent ou non. C'était évidemment beaucoup plus facile de convertir des animistes qui, a priori, n'ont rien contre aucune forme de religion, que de convertir au christianisme des musulmans. Et on peut imaginer que dans le zèle des missionnaires, il y a certainement eu aussi la volonté d'avoir des résultats et de pouvoir montrer qu'ils obéissent au décret. Le XIXe siècle est un siècle où ce christianisme, il pénètre à petite dose, il pénètre tout doucement. Dans les campagnes, les prêtres viennent voir dans les maisons des paysans s'ils n'ont pas de viande sur le feu pendant les périodes de jeûne, parce que l'essentiel c'est de respecter les rites. C'est un point absolument important dans la détermination si on est un bon orthodoxe ou pas. Et en même temps, le XIXe siècle est le siècle de l'école, est le siècle où, disons plutôt, le siècle où l'école commence à pénétrer, où des traductions commencent à pénétrer, lentement au début, les premières traductions vont mettre 40 ans à être acceptées, beaucoup plus rapidement, plus la fin du siècle s'approche, et cela va permettre je n'ai pas d'autre mot que pénétration, petit à petit du christianisme tel que l'Église orthodoxe le voit. Alors, au moment où notre affaire se met en place, les Oudmours sont depuis très longtemps en contact avec ce monde occidental. Ils en connaissent les règles, ils s'y sont adaptés. Or, l'accusation de meurtre rituel est quelque chose d'extrêmement grave, parce que ça veut dire que non seulement une partie de la population pratique des rites inhumains et cruels, mais non seulement du point de vue chrétien, mais du point de vue humain tout simplement, mais aussi qu'en cachette, ils se présentent en tant que chrétiens. Ils sont vus par la société en tant que chrétiens, puisque l'Église les a sur leur liste, mais derrière, sournoisement, ils sont dangereux et ils sapent la société. Vous voyez qu'il y a là une entreprise qui, en fait, va extrêmement loin pour criminaliser, d'une certaine manière, le fait d'être simplement Oudmourt. Ce qui, en plus, accompagne cette accusation, c'est que on ne sait
elle repose sur une méconnaissance totale de ce que sont ou ce qu'étaient les croyances Udmurt. Les sacrifices humains ne sont pas des choses qui sont attestées sérieusement par la recherche. Ce qui fait que les procès vont se transformer en procès scientifiques dans lequel les experts vont dire si les Udmurt ou non connaissaient le sacrifice humain. Donc on finit par avoir un procès qui devient un procès de l'identité et un procès de la connaissance. Alors comment la réaction à ce point de vue clairement anti-Udmurt des autorités et d'une part de l'opinion publique s'est exprimée? Il faut reconnaître que la réaction a été limitée. On a une partie, et ça il faut vraiment le dire, d'intellectuels russes qui n'ont rien à voir directement avec le monde Udmurt, mais tout simplement par souci de justice, par souci d'équité, par souci aussi de leur vie, de leur état, ils entendent essayer de faire en sorte que les règles d'un procès équitable soient respectées. Il y a également un investissement très fort de l'Émile Zola de l'affaire et l'existence à Saint-Pétersbourg d'un groupe de juristes qui font preuve d'un très grand courage en imposant en fait au ministère de la Justice un deuxième puis un troisième procès. Et ça, au troisième procès, les avocats de la défense sont les meilleurs juristes de Saint-Pétersbourg. Donc il y a là eu un engagement d'une partie de l'intelligentsia russe qui est considérable. Qu'y avait-il derrière le meurtre de notre mendiant ? On l'a appris, ce n'est pas un mystère. On sait que les Udmurt, mais ça on s'en doutait dès le départ, étaient innocents. Mais le mendiant a été assassiné et on apprend une vingtaine d'années plus tard que c'était deux Russes qui vivaient dans le coin et qui voulaient chasser les Udmurt de leur village pour pouvoir s'y installer, et qui ont assassiné le mendiant et qui ont essayé de monter la parodie de meurtre rituel. C'est une motivation sordide, mais tout le monde n'était pas directement concerné par cette motivation sordide. Et si les autorités se sont engagées, ou une partie des autorités se sont engagées dans ce procès truqué, c'est qu'ils répondaient à quelque chose qui est dans l'air du temps. La volonté de vouloir emporter une victoire décisive sur l'autochtone, qui était en train de trouver une place dans la société, qui était le besoin de le rabaisser, de lui dénier sa part d'humanité, ce qui lui permettait d'assurer une domination totale sur l'autochtone. Et si je vous ai parlé de cette histoire, c'est parce que, et si on pourrait continuer à en parler plus longuement que je ne puis le faire maintenant, c'est que, elle a des ramifications jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'au XXe siècle. C'est un élément qui existe dans le paysage quelque part. Souvent, dans les périodes où la presse en Udmurtie attaque les Udmurt, les accuse de nationalisme, on voit évoquer cette affaire. Et si, en fait, les Udmurt avaient commis le meurtre rituel? C'est une sorte d'agression essentialiste contre les Udmurtans, parce qu'ils sont Udmurt, qui plane. Elle ne s'actualise pas tout le temps, mais dans les années 80, dans les années 70-80, on a des exemples dans la presse de caricatures qui justement évoquent ce procès. On en déduit
que l'affaire du vieux Multan anime ou nourrit d'une certaine manière une certaine malveillance vis-à-vis des autochtones qui existent quelque part dans la société, sans forcément aller jusqu'à se manifester de manière aussi excessive, mais qui est latente. Et du coup, les communautés Udmurt, elles ont cette expérience, elles portent cette expérience en elles, et cette expérience est celle d'un autre qui n'est pas bienveillant envers eux, qui est plutôt menaçant. Ils sentent que la société leur est hostile ou peut leur être hostile. Cette hostilité, elle peut se déclencher très facilement. Il a fallu une mobilisation exceptionnelle pour y échapper, et cela enracinera chez les Udmurt un sentiment d'être une communauté méprisée et traquée. Et je pense que c'est quelque chose qui est c'est un facteur historique important dans la formation de l'univers mental, un univers mental qui, nous espérons, s'éloigne de plus en plus, mais qui quand même, jusqu'ici, a été là. Voilà, c'est la raison pour laquelle je tenais à vous parler de cette histoire. On en a parlé à Paris au XIXe siècle. Victor Hugo a eu une petite phrase. Cela valait la peine qu'au XXIe, on en reparle. Voilà.